Notre invité cette semaine, Benoît Pelletier. Benoît Pelletier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mémoire. Merci de m'accueillir. Vous avez dit au journal Le Droit que le Québec devait trouver la pleine place qui lui revient dans le Canada plutôt que de s'attarder au plan B. Pourriez-vous décrire en quelques mots ce plan B et nous dire en quoi vous vous y opposiez? Alors, le plan B, c'est celui du gouvernement du Canada, sous Jean Chrétien, avec Stéphane Dion comme ministre. Et le plan B était constitué de ceci. D'abord, il y avait un renvoi auprès de la Cour suprême du Canada sur la question de la sécession du Québec. En d'autres mots, comment la sécession pourrait-elle être réalisée à l'intérieur du fédéralisme canadien, dans le cadre du fédéralisme canadien ou sur le plan international. Il y avait également une remise en question de l'intégrité territoriale du Québec et puis l'évocation d'une partition potentielle dans le cas d'indépendance du Québec. Et puis, il y avait également la loi sur la clarté, donc une loi sur, finalement, la clarté du vote référendaire et de la question référendaire. Et moi, j'ai toujours considéré que, peu importe le volet qu'on regarde, le renvoi à la Cour, la loi sur la clarté ou la partition, j'ai toujours considéré que ça allait à l'encontre du droit des Québécois de choisir librement leur avenir. Et qu'en bout de piste, on se trouvait à imposer des conditions qui étaient excessives par ailleurs en ce qui concerne l'accession du Québec à la souveraineté ou à l'indépendance nationale. Et j'ai toujours trouvé que on se trouvait en quelque sorte à remettre le choix des Québécois entre les mains des autres Canadiens, ce qui était tout à fait contraire au droit des Québécois de choisir librement leur avenir. Mm-hmm. Moi, je me suis toujours opposé à ce plan B-là, pas parce que je suis indépendantiste, je ne le suis pas, mais parce que je crois profondément que les Québécois doivent avoir le droit de choisir librement leur avenir. Moi, je leur propose le fédéralisme canadien. Je leur propose de continuer d'appartenir au Canada, d'adhérer au Canada et de chercher à influencer le Canada par ailleurs. Mais je ne nie pas non plus la légitimité de la thèse indépendantiste. En fait, vous parlez même d'un fédéralisme de collaboration? Oui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup mis l'accent, M. Charest et moi, sur ce qu'on appelait l'interprovincialisme et également sur le fédéralisme de collaboration. C'est-à-dire que sans que le Québec soit naïf comme partenaire fédératif, le Québec pouvait tendre la main aux autres partenaires fédératifs pour qu'ensemble, nous collaborions dans l'accomplissement d'un certain nombre d'objectifs, dans l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. Je vais vous donner des exemples précis. Le Conseil de la Fédération, c'est nous qui en avons pris l'initiative. Les autres premiers ministres ont embarqué, puis le Conseil de la Fédération a été créé. L'idée du Conseil de la Fédération, là, c'était d'abord qu'il y ait un meilleur dialogue, une meilleure entente entre les provinces canadiennes, et là, j'inclus les territoires également, c'était que les provinces canadiennes aient davantage d'influence auprès d'Ottawa, et c'était que les provinces canadiennes réussissent à définir, elles aussi, à l'instar du gouvernement du Canada, le Canada de demain. En d'autres mots, on ne laissera pas le Canada de demain être décidé unilatéralement par Ottawa. C'est ça l'idée qui était au cœur du Conseil de la Fédération.
Alors, donc, c'était cette espèce de fédéralisme-là que nous voulions, nous, engager, que nous voulions, c'est ce fédéralisme-là que nous voulions voir se réaliser, c'est-à-dire un fédéralisme où les provinces sont solidaires dans certains dossiers, pas dans tous, mais sont solidaires dans certains dossiers et renforcent ainsi leur voix et augmentent leur impact auprès d'Ottawa. Vous auriez voulu aussi que votre vision du fédéralisme, ou en tout cas celle que vous travailliez à ce moment-là, serve de modèle? Oui, oui, bien sûr. Puis, honnêtement, ça s'inscrivait tellement dans la conviction qu'on a que le Québec, pour faire avancer certains dossiers, a, a besoin d'être soutenu par d'autres provinces canadiennes. Ça ne veut pas dire que le Québec ne puisse pas signer des ententes particulières avec Ottawa. On en a signé un bon nombre. On est bien content de ça. Ça ne veut pas dire que le Québec n'ait pas des défis particuliers à relever. Il a des défis particuliers à relever, ne serait-ce qu'en raison de son identité propre. Mais ça veut dire que dans des dossiers d'intérêt commun, ben, le Québec ne gagne à rien à faire cavalier seul. Oui. Et finalement, doit chercher à consolider la position commune des provinces canadiennes. Alors, c'était ça, dans le fond, qui nous motivait. Là, nous sommes dans des années où la vague adéquiste se précise. Alors, comment ça vous influence? À quoi ça vous fait réfléchir? Et est-ce que vous pressez le parti de prendre ça au sérieux, finalement? Ben oui, absolument. Alors, écoutez, c'est que Mario Dumont s'en vient. Il s'en vient à la droite du Parti libéral du Québec, comme si c'était un véhicule automobile. Il s'en vient à la droite du Parti libéral du Québec. On le voit dans le rétroviseur. Et Mario Dumont parle d'autonomisme. Oui. Alors, pour moi, écoutez, l'autonomie, c'est comme ça fait partie du fédéralisme. Alors, je le vois arriver avec un thème qui, dans le fond, est associé au fédéralisme. Et mon rapport que j'ai écrit pour le Parti libéral du Québec de 2001 s'intitule « Un projet pour le Québec, affirmation, autonomie et leadership ». Alors, l'autonomie faisait partie, finalement, dès le départ, de ma philosophie politique. Vous lui avez donné des idées, peut-être? Ben, en tout cas, il les a prises, comme ça se fait souvent en politique, mais il les a défendues avec une vigueur dont n'a pas fait preuve le Parti libéral du Québec. Alors là, je me retrouve avec certains collègues qui disent « L'autonomisme de Mario Dumont, ça n'a pas d'allure. » Comment ça n'a pas d'allure? Je veux dire, être fédéraliste, c'est être autonomiste. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est que quand on est fédéraliste, on croit dans les provinces et on croit dans l'autonomie constitutionnelle des provinces. Là, je ne vous parle pas d'une souveraineté totale qui est le propre des États. Je ne parle pas d'une souveraineté étatique, mais je vous parle d'une souveraineté partielle. C'est même plus que de l'autonomie. Le fédéralisme implique une souveraineté partielle des provinces dans leur champ de compétences. Alors, moi, j'entends des collègues dire l'autonomisme de Mario Dumont, ça n'a pas d'allure. Mais je me dis, ils ne comprennent pas c'est quoi le fédéralisme à ce moment-là. Mario Dumont est en train de nous est en train de nous doubler sur un thème qui devrait être le nôtre. C'est ça que je vois. C'est là que j'ai averti le parti de faire bien attention à cette action démocratique du Québec qui risque de prendre l'ampleur avec les années. On a vu ce qui s'est passé. Effectivement. Ouais. Donc, il arrive la campagne de 2003, enfin l'élection de 2003, et vous allez être élu. Oui. Dans un gouvernement libéral majoritaire. Est-ce que vous sentez que vous allez avoir plus de place, plus d'espace pour faire valoir vos idées? Ça donne-tu un sentiment de puissance? Oui, absolument. Ça change. Bon, d'abord, le Conseil de la Fédération, à titre d'exemple,
est devenu un projet prioritaire de Jean Charest. Et puis, donc, le fédéralisme auquel nous voulions donner une nouvelle direction, que nous voulions envisager dans une nouvelle perspective. Ce fédéralisme-là, bon, là, on avait la chance de concrétiser finalement nos souhaits. Alors, oui, et effectivement, ça a été très excitant ça a été très excitant la prise du pouvoir à bien des égards, parce que là, ça nous permettait d'être vraiment des acteurs clés là, de l'évolution du fédéralisme canadien. Et vous êtes nommé ministre des Affaires intergouvernementales et aux Affaires autochtones aussi, et des nominations qui sont bien accueillies. Et vous, comment vous avez accueilli ces mandats? Ah, ben écoutez, bien, très bien. C'est enfin les affaires autochtones et les affaires intergouvernementales, c'était englobé sous l'appellation diplomatie intérieure. C'est un peu votre marque de Oui, commerce. oui, oui, oui. Et je trouvais que l'appellation était bien choisie. Parce qu'effectivement, c'est deux dossiers qui demandent beaucoup de diplomatie. Dans le cas du dossier autochtone, ben, j'étais très surpris, je dois le dire. Et en même temps, un peu inquiet, parce que j'avais le souvenir de la crise d'Oka, évidemment. Et puis je me disais, bon, ben là, est-ce que je vais me retrouver au cœur d'une crise comme celle-là, finalement? Et ça a été une découverte pour moi en même temps, le dossier autochtone, parce que, bon, je connaissais l'autochtonie dans ses grandes lignes. Les enjeux. Oui, les enjeux, mais là, vraiment, là, j'allais dans chaque communauté, j'allais voir les Autochtones là où ils sont. Fait que c'était vraiment une découverte pour moi. En 2004, la crise de Kanesatake, puisqu'on est sur les affaires autochtones, est-ce que vous pouvez nous décrire l'enjeu et le rôle que vous avez joué? Oui, alors l'enjeu, c'est que finalement, le chef, James Gabriel, avait constitué une police autochtone composée de policiers venant d'autres nations autochtones, de différentes nations autochtones, et subventionnée par le gouvernement du Canada. Et son but était en fin de compte, d'enrayer la criminalité dans sa communauté. Mais à un moment donné, les policiers ont été enfermés dans leur poste de police et par des gens armés. Et finalement, la maison de James Gabriel a été brûlée, la maison a été incendiée et il a dû quitter la communauté avec sa famille pour se réfugier dans le bois, littéralement. Donc, on n'a plus de nouvelles du chef de Kanesatake. Et puis, par ailleurs, ce chef-là avait de bonnes motivations. Hein. Il voulait enrayer la criminalité. Mais son projet était un projet néanmoins un peu mal ficelé, parce que, bon, c'est quand même pas évident de faire venir des policiers d'un peu partout, puis de leur donner un mandat d'enrayer la criminalité. C'était mal reçu à tout événement par certaines personnes à Kanesatake. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, moi, à ce moment-là, j'ai pris position publiquement en faveur de James Gabriel. Même si j'étais conscient qu'il avait fait un pari très risqué et que, bon, finalement, ça s'était mal terminé, j'ai quand même pris position en faveur de James Gabriel et j'ai souhaité qu'il demeure le chef de facto de sa communauté, c'est-à-dire le chef dans les faits, celui qui prend les décisions que le gouvernement du Québec va honorer par ailleurs. C'est le rôle que j'ai joué dans le dossier.
Et vous avez présenté les choses, de cette façon. Vous avez dit au Devoir: «Pour Ottawa, la crise est un problème de sécurité publique relevant du provincial, mais pour Québec, il s'agit d'un problème d'instabilité politique». Oui, c'est Expliquez. ça. Oui, eh bien, écoutez, comme toujours, dans les dossiers autochtones, quand Ottawa peut s'enlever les mains, il s'enlève les mains. Mmh. OK? Comme là, Ottawa, là, c'est lui qui avait subventionné l'opération. Mais tout d'un coup, arrive une crise, ils sont absents. Ils vont beaucoup, beaucoup revendiquer leur compétence exclusive sur les Oui. Autochtones, mais honnêtement, quand il y a une crise sur le terrain, on les cherche. Mmh. Alors, donc c'est ça qui est arrivé. On les cherchait, finalement. Fait que pour eux, c'était tout simplement une question de finances, figurez-vous. Alors que pour nous, c'était vraiment une question politique. Oui. C'était vraiment une question politique. Comment peut-on accepter que le chef d'une communauté, fût-elle autochtone ou non, se fasse incendier la maison, soit obligé de quitter avec sa famille et finalement de se réfugier dans le bois? Comment peut-on accepter ça dans Oui. une société comme la nôtre? Mmh. Moi, pour moi, c'était inacceptable et c'était un problème d'instabilité politique. Un petit saut dans le temps. En 2007, vous êtes, aux affaires autochtones aussi. Sort un film de Richard Desjardins, je ne Oui, sais si vous vous souvenez, qui dénonce les conditions de vie des Premières Nations. oui, Le député péquiste Wawa Noloat déplore le peu de temps investi par le gouvernement dans ce dossier. oui. Comment avez-vous réagi à ces critiques et avec le recul, est-ce qu'il n'y avait pas un peu raison, étant donné tout ce qu'on a découvert par la suite, dans les Ah, années qui ont suivi? écoutez, Est-ce qu'il a été entendu? oui, il avait raison. Il avait raison en ce sens où on aurait pu faire mieux encore dans le dossier des affaires autochtones. Soit dit en passant, là, euh, il y a des gens qui ont pensé que j'étais trop occupé avec Oui. mes autres responsabilités pour m'occuper du dossier autochtone. C'est complètement faux. Je m'en suis énormément occupé. Sauf que le dossier autochtone, la plupart du temps, ça passe sous le radar, ça, au Mais niveau surtout à médiatique. l'époque, Oui. ouais. Alors, pour un politicien, c'est un peu frustrant même, en Mmh. fait, Mmh. pour être franc, parce que les bons coups sont pas vus, puis ce sont les mauvais coups qui sont vus. Mmh. Mais j'ai commis une erreur dans ce dossier-là qui a été, en tout cas, sans conséquences graves. C'est que quand il y a eu la sortie du film de Desjardins, c'était à l'occasion du festival du film de L'Abitibi? l'Abitibi. Oui. Et moi, on me présente ça comme il y a un film sur le peuple invisible, quelque Oui, chose du genre. exact. Et on me dit tu vas inaugurer le festival du film de l'Abitibi. Alors, moi, je me rends là, et puis j'ai en tête Festival du film de l'Abitibi. Donc, finalement, je fais un discours, surtout sur le Festival du film de Mmh. l'Abitibi, et je dis à peu près rien par rapport aux peuples autochtones, ce qui était une erreur. Mmh. Et je l'ai constaté après. Je me suis dit, oh my God, oh my God. Mmh. Et puis, finalement, ça fait partie du type des erreurs qu'on commet parfois en politique, là. Mais cette fois-là, je l'avais regretté. Tu sais. J'avais une belle occasion de parler des Oui, Autochtones, de puis de prendre. l'autochtonie, puis tout ça. Puis je n'ai pas saisi cette occasion. Le gouvernement de Paul Martin arrive à la fin de l'année 2003 et propose un plan santé que vous allez critiquer, avec le PQ et la DQ. À cause d'empiètements sur les compétences du Québec, est-ce que vos prises de décision ont encore déplu à ce moment-là? Ou encore, Déplu ben là, en fait, mes prises de position ont déplu, dans ce dossier? oui, mais en même temps, Jean Charest avait la même position. Sauf que lui, il n'avait pas besoin de le dire puisque vous le disiez à Voilà, sa c'est place. ça, c'est ça. Mhm. Alors, donc, évidemment, ça calmait le jeu, là. Quand le chef a des positions qui sont les mêmes, ça calme quand même le jeu, faut bien l'admettre. Alors, dans le cas de Paul Martin,
nous avons procédé comme gouvernement, nous avons procédé franchement habilement. Euh, nous avions cette nouvelle institution qui était le Conseil de la Fédération qui venait d'être créé et nous avons convaincu les autres premiers ministres d'accepter le principe du fédéralisme asymétrique. Mhm. Bon. Alors, le fédéralisme asymétrique, d'abord, il faut comprendre que c'est un fédéralisme souple qui s'adapte aux besoins des différentes provinces, comprenons ici aux besoins du Québec, Mhm. en particulier, en ce qui nous concernait en tout cas. Nous, c'est les besoins du Québec. Et ce n'est pas une asymétrie tous azimuts, là. C'est une asymétrie dans certains domaines, dans certains champs de compétences, dans certaines matières, mais ce n'est pas une asymétrie mur à mur. Alors, c'est très, très responsable, ce que nous plaidions. Et on a convaincu les provinces d'accepter le fédéralisme asymétrique. Et après ça, on s'est présenté, toutes les provinces, devant Ottawa. Et là, le Québec a demandé à avoir sa propre entente en matière de santé, ce qu'il a eu. Et puis c'est moi qui a négocié l'entente avec le gouvernement du Canada. Alors, nous avions une entente sans condition, une entente lucrative et une entente asymétrique. À la faveur d'un remaniement ministériel en 2005, vous allez être nommé à la francophonie. Oui. Est-ce que c'était une surprise pour vous? Ah ben non, parce qu'écoutez, j'ai un grand, grand intérêt pour la langue française, un grand intérêt pour les francophones vivant en milieu minoritaire. Moi, j'ai toujours pour mon dire que tous les francophones du Canada, on est dans le même bateau et par conséquent qu'on doit ramer dans la même direction. Et pour ramer dans la même direction, ben, ça prend un meilleur dialogue, ça prend des lieux de concertation, ça prend... faut se donner des projets communs, faut nourrir l'amitié. Alors ça, j'ai toujours cru à ça. Alors, j'étais bien content d'avoir la francophonie canadienne. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouviez demander? Est-ce que vous discutiez de ça Je avec ne le l'ai pas président? fait. Non. Cependant, non, je ne l'ai pas fait. C'est arrivé comme ça. Mhm. Le gouvernement de Stephen Harper est élu en février 2006 et vous êtes plutôt favorable à ce projet de régler le déséquilibre fiscal, de donner plus de place aussi aux provinces sur le plan international. Est-ce que vous jugez que l'arrivée des conservateurs à Ottawa pouvait effectivement laisser croire à des ouvertures qui jusque-là étaient impossibles avec les gouvernements libéraux de M. Chrétien et M. Martin? Oui, oui. Mais M. Harper n'est pas allé aussi loin que je l'aurais souhaité. C'est un homme très rusé. Hein? C'est un stratège, on le sait. En matière de déséquilibre fiscal, à titre d'exemple, j'aurais souhaité qu'il y ait vraiment une discussion globale, Ottawa et provinces, les provinces en général. J'aurais souhaité qu'il y ait une discussion globale sur la réforme de la péréquation, sur le transfert de points d'impôt également, en faveur des provinces. Et il n'y a jamais eu cette discussion globale-là sur ces questions-là. Il va quand même faire adopter une motion reconnaissant le Québec. Bon, une motion, on sait que c'est une belle intention, mais souvent on a l'impression qu'il n'y a pas de suite. Mais quand même, qui reconnaît le Québec au sein d'un Canada uni. Portée symbolique ou réel progrès, selon vous? Bien, portée symbolique et réel progrès, les deux en même temps. C'est-à-dire que ça n'a qu'une portée symbolique, la résolution adoptée par la Chambre des communes. Ça n'a pas de portée au plan légal et encore moins au plan constitutionnel. Comprenons-nous là-dessus. Mais au niveau de la dialectique politique, c'est un net progrès parce que on était en présence d'une dialectique où il y avait négation de la nation québécoise du côté fédéral, la plupart du temps. Combien de fois, moi, me suis-je fait répondre par des militants libéraux,
Il n'y a rien qu'une nation au Canada, puis c'est la nation canadienne, vous savez. Et c'était la même philosophie qu'on retrouvait trop souvent à Ottawa, du côté du gouvernement canadien. On trouvait également cette philosophie-là qu'on ne doit pas reconnaître, ne serait-ce qu'un peu, on ne doit pas reconnaître l'existence de la nation québécoise parce que c'est incompatible avec celle de la nation canadienne. Alors là, il y avait vraiment un changement dans le paradigme, un changement dans la dialectique Oui. politique qui marquait un progrès. Et le parti était aussi favorable que vous à ce progrès-là? Vous savez, je pense que le parti était favorable. Et puis, ça a été vu comme, globalement parlant, comme étant un bon coup OK. politique parce que finalement, on se trouvait à reconnaître l'identité du Québec à l'intérieur du Canada. Donc, finalement, c'était pas mauvais politiquement parlant. Mhm. Encore une fois, on aurait pu aller plus loin encore et vouloir donner du mordant Oui. à cette résolution. Il y avait là un momentum à saisir et que nous n'avons pas saisi entièrement. Mais souvent, en politique, les choses se passent trop vite, justement, Ouais. puis finalement, on passe d'un enjeu à un autre. Et puis, mais à tout événement, notre gouvernement a contribué à l'adoption de cette résolution par la Chambre des communes. Benoît Pelletier, merci pour ces entretiens. Merci de m'avoir reçu.